voulais vous parler de la Robocup, donc ça a été cité. La Robocup, c'est quoi? C'est une compétition internationale de robotique. L'objectif de départ, donc ça a été créé maintenant il y a déjà un certain nombre d'années, hein, plus d'une vingtaine d'années. L'objectif initial, ça a été de dire, on va créer des robots footballeurs qui soient capables de battre l'équipe championne du monde de foot. Donc le but numéro 1 de la Robocup, c'est en 2050, on veut avoir des robots capables de battre l'équipe championne du monde de foot. Donc c'est un gros challenge. On n'y est pas encore tout à fait maintenant, mais ça avance plutôt bien. Au cours du temps, les objectifs de la Robocup se sont un peu diversifiés et l'idée, ça a été de se dire, on crée d'autres choses. En particulier, nous, ce qui nous intéresse, c'est la compétition où, en gros, c'est le robot à tout faire. Et il y a d'autres compétitions, dont le robot sauveteur, qui est le robot qu'on aimerait bien avoir en cas de grosses catastrophes naturelles ou autres, pour pouvoir intervenir sur des zones ou pour pouvoir intervenir sur des centrales nucléaires. En tout cas, tout ça, voilà. C'est la Robocup dans laquelle il y a à peu près 5000 participants et il y a entre 50 et 100 000 visiteurs d'après où ça se passe. Bordeaux est candidat pour l'organisation en 2020, donc voilà. Si la France organise la Robocup en 2020, ça vaut vraiment le coup d'y aller parce que c'est quand même un univers intéressant et CPE est partenaire de l'organisation de la Robocup à Bordeaux, donc voilà, j'espère que ça se fera. Alors, où on en est aujourd'hui, alors je vous montre quelques images, hein, ça serait dommage. Donc il y a plein de ligues au niveau du foot, hein, parce que le but final, hein, pour avoir des robots humanoïdes qui jouent contre des humains, c'est qu'il faut des robots de grande taille, mais c'est quand même un peu compliqué. Donc il y a plein de ligues différentes avec des robots plus ou moins gros, plus ou moins humanoïdes. Et les robots humanoïdes, c'est pas forcément aujourd'hui le plus simple, et c'est pas eux qui sont les plus opérationnels, on va dire. Sur la ligue que vous venez de voir, donc les robots faits maison humanoïdes d'une cinquantaine de centimètres, donc la France, Bordeaux, l'équipe de Bordeaux est championne du monde. Hein, depuis 2 années consécutives, donc on a quand même des fiertés en France dans ce domaine. Alors, le foot, là, ce qui n'est pas simple sur cette ligue-là de foot, c'est que les robots doivent trouver d'eux-mêmes, il n'y a pas de communication entre les robots. Donc, la seule chose qu'ils échangent, c'est la vision, l'emplacement de la balle, etc. C'est pas si mal. Donc, ils peuvent sembler un peu pâteaux et ça peut sembler un petit peu difficile, mais c'est déjà un gros challenge. Au niveau de ces robots-là, une des grosses difficultés, c'est l'état du sol. Hein, donc le fait que ce soit une moquette épaisse, là, imitation gazon. Donc le fait de se déplacer là-dessus et de ne pas tomber, de ne pas se perdre, c'est relativement compliqué. Alors je vais passer un petit peu, pour augmenter un petit peu la taille des robots. Donc là, on a des robots qui deviennent un petit peu plus gros. Clairement, aujourd'hui, si on monte en taille de robot, et il y a une ligue avec les robots qui ont une taille humaine, ça marche pas encore très très bien. Mais vous avez vu tout à l'heure les images du robot Atlas, ça marche pas très bien parce qu'on n'a pas mis un robot Atlas. Si on mettait un robot Atlas qui vaut à peu près 50 millions d'euros, on peut espérer qu'il arrivera à faire quelque chose. Aujourd'hui, les robots de foot qui marchent le mieux, c'est ces robots-là, donc c'est la medium size sur roue. Et là, vous voyez, on a déjà des robots qui ressemblent à quelque chose, qui peuvent jouer relativement vite. Traditionnellement, à la fin de la Robocup, il y a un match contre les humains des robots les plus avancés, et ces robots-là sont déjà capables de mettre des buts à des humains. Alors, des humains qui, on va dire, sont pas des sportifs, hein, vous imaginez des chercheurs plutôt en fin de carrière, donc voilà, ça laisse quand même une certaine marge aux robots. Mais voilà, les humains gagnent encore, même dans ces conditions, on va dire, favorables pour les robots, contre ces robots, mais ces robots sont capables de marquer des buts relativement bien construits à des humains. Là, on voit l'épreuve de la Robocup at Work, dans laquelle, en fait, le but, c'est d'aller faire... on imite l'usine du futur et il faut faire du déplacement autonome de pièces à de grande précision. Donc ça, c'est notre équipe CPE Lyon en 2014 au Brésil, et on a eu la 3e place de cette compétition de Robocup at Work.
Et maintenant, ce qui nous intéresse, c'est la Robocop Atom. La Robocop Atom, le challenge, bah, c'est le robot d'aide à la personne. Donc les épreuves, bah, c'est du genre faire des visites guidées, avoir un robot ludique qui puisse aider à transporter, le robot majordome, le robot serveur dans un restaurant. Donc l'objectif, c'est de faire des robots qui soient capables de faire ça. Donc là, vous voyez, pour faire ça, il faut être capable de faire de la navigation dynamique, de la prise de décision en environnement un peu complexe, de l'interaction en langage naturel, de l'analyse visuelle de scène, sémantiser l'environnement, donner du sens à ce qui se passe autour, potentiellement reconnaître les gestes des gens qui y a autour, pouvoir manipuler, reconnaître les objets, et faire une interaction homme-machine dans laquelle aussi on est capable d'identifier et de suivre des gens. Donc voilà ce qu'il faut comme technologie autour de ces robots pour faire quelque chose qui a l'air simple, qui est le robot de serveur, qui est, bah, vous êtes dans votre salon et vous dites au robot « Hey, j'ai soif, est-ce que tu pourrais aller me chercher un truc dans la cuisine ?» Et ben, technologiquement, pour avoir ça, il faut pas mal de choses. Hein. Et donc là, ben, on participe cette année à Montréal, donc on a une équipe Lyon Tech, dans lesquelles on a un regroupement avec l'INSA, Lyon 1, et donc les laboratoires, en particulier l'IRIS et mon laboratoire CityLab. Et là, vous voyez ben, le type de représentation que gère le robot pendant les épreuves, c'est-à-dire ben, il gère des cartes dans lesquelles il se passe des choses, dans lesquelles il y a des objets, et dans lesquelles ensuite il crée des plans d'action pour interagir avec tout ça. Donc voilà ce que je voulais vous dire de la Robocop. Je vais vous passer un petit peu, un petit bout de vidéo de... voilà, ça c'est le robot qu'on avait à Leipzig, en Allemagne, en 2016. Donc on a été qualifiés. Ça montre un peu voilà, ce que pourrait faire ce robot. Donc là, vous voyez Raphaël qui commande, enfin qui est fatigué, qui va commander une boisson robot. Et le robot va se déplacer. Ce que vous voyez là, c'est une arène de la Robocop. C'est-à-dire, à la Robocop, vous avez des appartements reconstitués dans lesquels vous avez des challenges et on vous donne votre mission et vous devez effectuer votre mission, vous gagnez des points. Si vous marquez suffisamment de points, vous avancez dans les phases. Et ensuite vous pouvez arriver aux phases finales. Donc là, on voit le robot qui doit naviguer, qui trouve la cuisine, qui ensuite va essayer de trouver à l'intérieur de cette cuisine une boisson. Je vais avancer un petit peu, il va passer devant l'étagère, il va un petit peu analyser ce qui se passe sur l'étagère. Donc dans le cas de notre robot, on avait en fait caméra 3D, on fait de la segmentation d'images pour ensuite récupérer l'emplacement 3D de l'objet par rapport au robot, de manière à ensuite pouvoir aller prendre l'objet. Sachant que là, la partie mécatronique du robot, à part la base, a été définie à l'école. C'était aussi un intérêt d'être capable de se dire on est capable de faire l'ensemble de ces éléments. Et puis ensuite, le robot peut retraverser. Au passage, grâce à des outils maintenant de reconnaissance, c'est assez simple de faire que la personne nous reconnaisse. Par exemple, le livre, Catherine était en train de lire un livre. C'est assez simple aujourd'hui de faire que le robot, au passage, puisse aller voir que c'est un livre, puisse aller voir le titre, et puisse du coup ensuite créer une narration autour de ce livre, parce que le robot pourrait en quelques instants le lire et éventuellement communiquer au travers de « tiens, t'en es où dans ce livre ?» etc. etc. Et puis là, on voit une fin possible où le robot, en finale, a réussi sa mission et va amener sa boisson à Raphaël. Alors, c'est une belle vidéo. Dans la vraie compétition, ça ne s'est pas passé comme ça. Hein. C'est-à-dire que les briques de base fonctionnent, mais ce scénario qui pourtant a l'air très simpliste, on n'a pas été capable de le faire pendant la compétition. Et globalement, pendant la compétition, il y a à peine 30% des équipes qui sont capables de faire ce type de scénario. C'est-à-dire que ça a l'air simple de se dire je traverse l'appartement et je vais trouver sur l'étagère une boisson, je la prends, je l'amène. C'est-à-dire qu'on est convaincu, enfin le grand public est convaincu que c'est réglé depuis 20 ans cette problématique. On est habitué à des robots industriels qui font des voitures en manufacture. On se dit c'est pas difficile de faire ça. Mais si, c'est difficile même pour les meilleurs parce qu'il y a plein d'incertitudes de partout et c'est pas si simple.